Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case rétro. Dans cette nouvelle émission gamer, nous allons revenir sur ces vieux jeux qui ont bercé notre enfance et qui ont marqué leur temps, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mikado. Comment ça va, Mika ? Salut tout le monde, ça va très bien. Je suis avec Subikun. Comment ça va, Subi ? Ça va super, salut tout le monde. Et nous accueillons pour la première fois Oz dans la case rétro. Salut Oz, comment ça va ? Très bien, salut à tous. Voilà, prêt à nous rejoindre pour cette deuxième émission de la case rétro. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu sorti en 1994 sur de nombreux supports, Super Nintendo, Mega Drive et PC, mais aussi Game Boy et Game Gear. Je veux parler de Earthworm Jim, développé par Shiny Entertainment et édité par Virgin Interactive, dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast sur Actraiser. Alors messieurs, premier contact avec Earthworm Jim, j'ai commencé par toi Subi. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois d'Earthworm Jim ? Alors Earthworm Jim, ça remonte, du coup je me rappelle, c'était à l'époque où j'avais toute une armée de potes, on était tous sur Super Nintendo, sauf j'avais un pote qui lui était sur Mega Drive et il y a eu un moment où en fait on a eu envie de s'échanger nos consoles pour que je puisse un peu tâter de ce qu'il y avait sur Mega Drive et il avait Earthworm Jim sur Mega Drive, donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai tâté du premier épisode et après le deuxième ça a été plus tard et là le deuxième épisode je l'ai fait sur Super Nintendo avec d'autres potes quoi. D'accord. Et toi Mika, première expérience ? Moi en fait je l'ai découvert extrêmement par hasard, mais sur PC moi. Donc oui pareil, pratiquement à la sortie, c'est un copain qui me l'avait ramené en disant ah, tu vas voir j'ai un jeu super fandard et tout avec des graphismes on dirait un dessin animé et puis après ouais c'est vrai que je l'ai fait quoi, je l'ai complètement fini quoi. Et toi Oz, tes premières expériences sur Earthworm Jim ? Moi je me rappelle surtout du petit reportage qui avait été fait, alors je crois que c'était dans Joypad en septembre, 2-3 mois avant sa sortie, parce que le jeu avait une esthétique, un graphisme qui était tout simplement hallucinant, on avait l'impression de voir un dessin animé et puis un univers complètement barré quoi. Ah, c'est clair. Mais là, avant de se lancer dans le gros du débat, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé en 1994, date de sortie du premier Earthworm Jim. En niveau grosse sortie de jeu, je vais vous rappeler 4 jeux qui sont sortis, je vais vous parler de Sonic 3, ça évoque quelque chose Sonic 3 ? Une Madeleine de Proust. Un de mes jeux préférés sur Mega Drive personnellement, hein, ça n'engage que moi. Ah, moi j'adore surtout la partie Super Sonic qui me faisait toujours délirer quand t'avais toutes les émeraudes. Mais dans le 2, il était pas déjà Super Sonic ? Si, Super Sonic est déjà dans le 2 quand t'as récupéré tous les... Et puis la musique du niveau de glace, waouh. Ça n'enlève rien à la qualité de Sonic 3. Mais sur Super Nintendo, sur la console concurrente, sortait un excellent RPG, il s'agit de Final Fantasy VI. Ouais, du très très lourd Final Fantasy VI. Le meilleur des finales hein. Ouais, ça y est. Voilà, le débat sans fin. Voilà, on commence Allez, on sort les gants là, hop. Et si je vous dis que j'aime pas les RPG, vous allez me shooter de l'émission ou pas? Même pas les occidentaux? Parce que l'autre fois, Sobikun qui m'a fait l'honneur de m'inviter, il a failli me jeter par la fenêtre quand même. Hein. En même temps, personne n'est parfait, Mika. Hein. Ouais, c'est ça. On Mais peut pas aimer. Pour te rattraper, sur Super Nintendo sortait un jeu beaucoup plus grand public. Il s'agit de Donkey Kong Country. Ah, alors là, Donkey Kong Country, c'était du très très lourd. Déjà, je pense même que ça, à la limite, ça mériterait même une émission pour lui tout seul. Quoi. Moi, quand il est sorti, je suis pas le genre de type à acheter le jeu genre Day One, mais celui-ci, j'ai cassé ma tirelire à l'époque pour l'acheter. Hein. Et je l'ai fini pratiquement tout de suite, donc j'étais un peu deg, mais j'avais vraiment adoré l'expérience, quoi. Moi aussi j'ai un souvenir, tu sais, c'est le moment avec les wagons, le niveau avec les wagons qui m'avait vraiment horrible. Traumatisé, quoi. Ouais, mais traumatisé dans le bon sens, dans le sens où j'ai vraiment jubilé dessus, mais j'arrêtais pas de perdre, quoi. Mais je crois que dans les jeux vidéo, les niveaux où tu étais dans des transports, dans des véhicules, je crois que les programmeurs s'amusaient à l'époque pour mettre des trucs horribles. Pourquoi tu penses à Tintin, là, au Tibet, là, d'un coup, là? Non, mais Tintin au Tibet, c'est pas un truc horrible, c'est un truc impossible, donc c'est pas la même chose, quoi. J'ai pas testé, je crois qu'en ayant vu la vidéo du joueur du grenier, ça m'a un peu refroidi à vie, quoi. Juste petite parenthèse, c'est aussi, on pourra faire un podcast sur Infogrames, parce que Infogrames c'est les seuls à faire des jeux super attrayants visuellement, et qui sont une torture pour tous les gosses en gameplay, quoi. C'est pas faux. T'as trop envie d'y jouer, tu dis oh, c'est comme le BD, c'est comme le dessin animé, et tu joues et tu meurs, quoi. En fait, il servait Famille de France avant l'heure, c'était une manière de dégoûter les enfants de jouer aux jeux vidéo. C'est clair. C'est du bon, ça. Et là, dernier jeu sorti en 1994, je vais vous parler d'un jeu sorti sur une console qui n'est pas la Mega Drive, qui n'est pas la Super Nintendo, qui est une
petite console japonaise d'un nouveau constructeur sur le marché. Il s'agit de Motor Tourn Grand Prix sur PlayStation. Et je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est. Un jeu de métro. C'est Où il faut trouver la bonne PlayStation. Et non. Motor Tourn Grand Prix. Ça ne va peut-être pas dire grand-chose à certains, mais il s'agit du premier jeu sur PlayStation de Kazunori Yamauchi, le créateur de la Sega Gran Turismo. Et là, on s'incline, parce que ce mec, qui est la star des simulateurs sur console à l'époque, a quand même commencé avec un jeu typé Mario Kart. Et là, ça veut dire chapeau monsieur. Ça n'a pas trop changé alors. Mais qui es-tu? Quel troll. Oz, c'est officiel, je te connais depuis 2 minutes, mais je t'aime déjà. Ah, je vous aime tous, merci. Mais si je parle de Motor Tourn Grand Prix, c'est qu'en 1994 sortait la PlayStation au Japon ainsi que la Sega Saturn. Donc grosse époque pour le jeu vidéo, 2 consoles qui sortent. Est-ce que vous, à cette époque, vous avez testé ces consoles ou vous avez attendu la sortie européenne? Moi, me concernant, je l'ai pas eu de suite à sa sortie, mais comme beaucoup, j'ai eu la Nintendo 64 avant, et que j'ai rapidement échangé pour la PlayStation. On se demande bien pourquoi tu l'as échangé. Hein. Moi, je peux détailler si vous le souhaitez. En fait, je l'avais acheté. J'ai acheté Mario Kart, 64, c'est tout. D'accord. Et ça suffit voilà. pour passer des années sur Nintendo. Ça fait cher le jeu, quoi. Ça fait cher le jeu, donc en voyant la ludothèque Sony, j'ai fait le choix de l'échanger, tout bêtement. On va revenir en France quelques instants, car en 1994, c'était la fin de Tilt, le premier magazine français sur les jeux vidéo. Est-ce que Tilt veut dire quelque chose pour vous, messieurs? Que ça me dise quelque chose, oui. Malheureusement, j'en ai pas lu beaucoup, quoi. Vous ne lisiez pas Tilt? Ah non. Même moi, j'étais trop jeune, c'est pour dire. Je crois que Ah oui, mais en, ça date alors. Hein. en lecteur PC, je lisais Joystick et Génération 4, mais Tilt, je pense même pas en avoir touché un. Mon premier Tilt, ça a été un hors-série, c'était le Console Plus numéro 0. Donc c'est dire. Donc Tilt, une mort que personne ne regrette? Moi, je serais curieux de le refeuilleter, j'avoue que si j'en tombe sur un, je le lirai avec plaisir, avec beaucoup de curiosité. Mais en 1994, naissait une star internationale de la musique, un artiste qui fait rêver les femmes et qui a inspiré toute une génération d'enfants et d'adolescents. Il s'agit de la naissance de Justin Bieber. Ouais. Quelle grande année! Une grande naissance pour une grande mort aussi. Eh oui, une grande mort, tu fais bien de le dire, Ose, parce qu'en 1994, on perdait une autre star de la musique, d'un style légèrement différent. Il s'agissait de la mort de Kurt Cobain. Ouais. Ah, c'est pas le même niveau, quand même. Pendant qu'il y en a qui montent au Nirvana, nous on descend aux enfers avec Bieber. Je pense que 1994 était une belle année pour mourir. Et c'est pas aussi cette même année où on a définitivement perdu Dorothée aussi, non? Oula. Alors tu vois, je note que les informations importantes de 1994... Ah, il y a du lourd, hein. Enfin, c'est... Pourquoi pas, C'est l'année où Dorothée a commencé à avoir des ratés. C'est possible. Bon, j'arrête. Oh mon dieu. Et pour finir, dans l'année 1994, on va s'intéresser au cinéma français avec la sortie d'une comédie au nom terrifiant, La Cité de la Peur de Les Nuls. Riley is dead. Adieu, Yuri. Mais quelle grande année. C'est a serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Quoi? Un tueur en série. Ah ouais. un serial killer. Sinon, moi, je me permets un petit aparté, parce que Vas-y. vous avez oublié, on va dire, l'autre chef-d'œuvre de 1994, c'est Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, quand même. Comment j'ai pu oublier Time Cop? Ah ouais, Le grand écart facial, c'est dans celui-là. Hein. Oui, en fait, la meilleure scène du film était dans la bande-annonce où à un moment il y a de l'eau par terre, il y a de l'électricité. Et il est dans la cuisine, c'est ça? Et il fait les énorme. grands écarts dans la cuisine entre les deux travails. Tu m'as Moi, donné envie de retourner voir ça. Mais moi je le kiffe ce mec, franchement. Mais le pire, c'est que moi, je me rappelle à l'époque, j'avais bien kiffé le film. Écoute, maintenant que tu le dis, moi aussi. Voilà. Deux révélations ce soir. Et en parlant de Van Damme, il y a une anecdote. Vous savez quel est son plus grand rêve? C'est de réaliser un film sur Jacques Brel. Mais je vous jure que c'est vrai, j'avais lu ça dans un interview et il voulait jouer, enfin, je crois qu'il voulait jouer dedans en plus. Jacques Brel contre les ninjas. Alors je vous laisse imaginer Ne me quitte pas avec le grand écart facial sur scène parce que ça peut me picher mais grave.
Et c'est fini pour l'année 1994 et on s'attaque au gros du dossier, Earthworm Jim. Alors je vais commencer par toi Mika. Quels sont tes premiers souvenirs d'Earthworm Jim? Quelles étaient tes impressions? Quels sont tes souvenirs? Eh ben en fait, moi, Earthworm Jim, c'est vraiment un jeu que j'ai connu par hasard. C'est un copain qui me l'avait amené à la maison. Et la toute première fois que j'y ai joué, c'était sur PC. Sur PC, donc, d'accord. Voilà, donc déjà graphiquement, même encore aujourd'hui, il était vraiment très 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 bon. Et à l'époque, on avait vraiment le sentiment de jouer un dessin animé, quoi, pratiquement, quoi. Et en revanche, au niveau de maniabilité, comme j'y jouais au clavier et au bouton, c'était un peu raide. Du coup, je me suis fait un devoir de très vite le récupérer en version Super Nintendo. D'accord. Et toi, Subi, Earthworm Jim, ça t'évoque quoi? Bah moi ça me rappelle pareil pas mal de souvenirs, surtout comme disait Mika au niveau de l'animation qui m'avait halluciné à l'époque, et vraiment dans les choses que je me rappelle qui m'ont marqué, c'était le chara design des ennemis et du personnage que je trouvais complètement mais hallucinant. Je me disais mais qu'est-ce que les mecs ils ont fumé quand ils ont fait ce jeu là, quoi. C'est clair. C'était vraiment, mais je trouve ça extraordinaire, et à la fois, voilà, c'est du pipi, caca, prout, génial comme je l'aime. Mais par contre aussi un des trucs qui m'avait marqué, c'était un peu tout ce qui était bruitage. Tu sais, quand tu me donnes des coups de fouet avec le verre, tu sais, ça fait, voilà, ça fait, ça m'avait marqué. Et par contre, le truc qui m'avait aussi marqué, c'est que je comprenais rien à l'enchaînement des niveaux. Ouais. Je me disais, mais on passe d'un truc à l'autre, je comprenais rien. Je me disais, je fais des trucs, je sais pas pourquoi j'ai fait. C'est vrai que c'était absurde, hein. Non, Mika? C'est vrai que c'était complètement absurde. C'était ça qui faisait le sel du jeu, quoi. C'était le coup de la vache au début du jeu. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, où à un moment il faut faire tomber, il faut faire tomber un frigidaire sur un tronc qui éjecte une vache. J'ai fait, moi j'ai crié au génie, hein, quand j'ai vu ça. Mais je me demande s'il n'y a pas un caméo sur la vache, parce que je crois quand je l'ai refait hier, j'ai vu le coup de la vache au moins dans les 3-4 premiers niveaux. Et alors je suis pas allé plus loin parce que j'ai pas réussi à le finir, mais j'ai l'impression que la vache revient dans chaque niveau. Il me semble, bon attention spoil, hein, donc j'ai non mais même sans parler de la fin. Il me semble que, je au risque de spoiler, que à un moment dans le jeu, on se la prend en pleine gueule, la vache. Mais je crois plutôt que c'est un boss qui se la prend. Ah, je sais plus. Là, ouais. Tu fais appel à mes souvenirs, ça devient dur là. Hein. Mais la vache, je crois qu'elle était encore plus mise en valeur dans le deuxième, hein, il me semble. Ah, oui, c'était les écrans de chargement. Ouais, t'avais les écrans de fin. Ouais, c'était pas le chargement, c'était les écrans de fin où en gros ils disaient dans le premier, il y a l'écran de fin aussi. Hein. Ah, c'est possible, je me rappelle. Ouais, dans le premier, on la voit à la fin. Ouais. Ouais. Et puis dans le 2 pareil, t'avais le moment où il fallait t'as un des niveaux, il fallait traire les vaches là pour ouvrir une porte. Donc tu ramenais les vaches à l'étable et du coup ça trayait, et le lait en fait ça faisait du poids et ça permettait de soulever la porte, quoi. Donc il fallait que t'en ramènes 2-3 comme ça. Et pareil, donc la fin du 2 aussi, il y a un caméo avec les vaches, quoi. Même si la fin du 2 m'avait vachement déçu par rapport à la fin du premier. On en reparlera plus tard. Et toi, Oz, on n'a pas encore parlé de ton expérience d'Earthworm Jim, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi, ce que je me rappelle, c'est que j'y avais joué sur la vraie version, c'est-à-dire la version Mega Drive. La vraie version. Et alors, malheureusement, comme j'ai pas la cartouche sous la main là, mais j'avais l'impression, alors il faudra confirmer, que déjà le manuel même du jeu était assez barré, parce que je crois que l'histoire était présentée sous la forme d'une bande dessinée ou d'un comics. Aussi, ouais. Et déjà rien que ça, c'était nouveau par rapport à ce qu'il y avait d'habitude. Les manuels, c'était des lignes de texte assez insipides. Et là non, on avait vraiment un petit univers qui était placé avec des personnages, la princesse machin chouette. En français, c'était machin chouette. Ouais, c'est la princesse machin chouette. T'as le corbeau synchro, t'as professeur tête de singe. Enfin voilà, t'as des mecs qui sont complètement barrés. Et déjà même avant de mettre la cartouche dans la console, rien que ça déjà, rien que le manuel déjà sortait du lot, quoi. Mais ça, en fait, en jeu, on ne le voyait pas, il n'y avait pas d'introduction de l'histoire. C'est pour ça que Soubi, t'avais raison d'être perdu, c'est que on nous enchaînait dans des niveaux et en fait on savait pas du tout ce que c'était, alors que l'histoire est encore plus barrée que le jeu, limite. Ah oui, mais moi je comprenais rien du tout quand je me disais, mais c'est déjà... qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pourquoi on le fait? Et je comprends rien. Mais on va parler un peu là du jeu en lui-même. C'était quand même, on rappelle, c'était un jeu de plateforme action, assez dur, limite excessivement dur sur la fin. Faut bien le dire, très peu de gens ont dû finir. Vous l'avez fini, vous? Avec des codes.
À l'époque. Moi, le premier, je me souviens l'avoir terminé. Le second, en revanche, je l'ai pas fini. Moi, le premier, c'est un pote qui l'avait terminé parce que je jouais beaucoup donc avec des potes, même sur des jeux solo où on se faisait tourner la manette, et c'était un pote qui l'avait terminé. Et le 2, je crois que je l'ai terminé tout seul, mais j'ai un doute. Ça remonte loin. Hein. Pour dire, je crois que je n'ai même pas fait le 2 parce que le 1 m'a entre guillemets presque dégoûté avec sa difficulté. Mais le 2 est très très bon, hein. On en reviendra après dessus, je pense. Mais... Il est légèrement différent, mais... Enfin, je l'ai pas fait en entier. Alors, on va parler un peu avec Mika. Mika, Earthworm Jim, au niveau du gameplay, t'as encore des souvenirs qui te restent de ça? Oui, en fait, c'était pour moi le gros reproche du jeu, c'est que au niveau maniabilité, il est déjà comme je te disais, je l'ai fait au clavier. Oui, donc au secours et même aujourd'hui par exemple je resterai pas trop longtemps sur ce genre de jeu parce que j'adore le graphisme, l'univers il est juste génial, mais en revanche le gameplay il est tellement difficile que ça peut te rebuter quoi. Vraiment ça peut te dégoûter du jeu même parce que t'as plein d'options, tu lances ta tête en faisant le fouet comme on disait tout à l'heure, t'as le gun qui a des directions un petit peu précises et je crois que t'as aussi des grosses munitions que tu gères moyen. Enfin le gameplay il est vraiment très compliqué quoi. Mais si tu fais abstraction de ça, l'expérience de jeu elle est vraiment extraordinaire, elle est très drôle quoi. Et toi Subi par rapport au gameplay? Bah moi le gameplay c'est sur certains points je rejoins Mika, mais c'est vrai que j'avais adoré le jeu en lui-même. Par contre moi ce qui me choquait beaucoup dans le gameplay en lui-même c'était plus le level design, dans le sens où par exemple il y avait certains éléments où tu pouvais t'accrocher dans le décor où j'avais du mal à les identifier quand j'étais plus jeune, et il y avait certains passages qui, tu sais, c'est un jeu de plateforme 2D, mais sur lesquels les plateformes étaient des fois un peu en 3D isométrique. Ouais. Et du coup, tu savais pas trop où t'atterrissais sur la plateforme. En fait, t'atterrissais en plein milieu, mais avec un peu un effet de profondeur. Et il y avait des fois, pareil, tu passais dans tu sais, derrière le décor, devant, en machin. Et il y avait des fois, il y a plein de passages secrets que j'ai vraiment lutté à trouver, parce que c'était pas intuitif pour moi quoi. Mais sinon moi la maniabilité, j'avais pas eu trop de soucis quoi sur Mega Drive ou sur Super. Alors, c'est juste pour comment parler de la difficulté du jeu, là, je fais une petite aparté par rapport à la jouabilité. Il faut quand même voir que les développeurs ont été extrêmement vicieux dans le level design, hein, parce que ne serait-ce que dans le deuxième, alors dans tous les niveaux, il y a des checkpoints pour pouvoir reprendre si jamais on meurt en partie. Bon, bref, quand même dans le deuxième niveau, il y a quand même un checkpoint qui se trouve dans une fosse, c'est-à-dire déjà il faut se laisser tomber dans la fosse pour accéder au checkpoint, et à côté du checkpoint, t'as des pics à serrer. Donc en gros, pour accéder au checkpoint, tu dois essayer de te laisser tomber très précisément sans te faire blesser par les pics. C'est au millimètre, hein. Ah ouais. T'avais raison de dire que c'est un jeu vicieux parce que c'était tellement beau qu'on voyait pas les endroits où tu pouvais t'accrocher, tellement tout le niveau était travaillé à la perfection. Et puis c'était bourré de pièges, et en plus on voyait les ennemis, il y a les fantômes du deuxième niveau, il y a les corbeaux du premier. Ce sont des ennemis qui se déplacent partout autour de toi, alors que toi tu as que 3 positions en haut, en diagonale gauche, en diagonale droite pour les fouetter ou leur tirer dessus. Voilà, c'est ça. Mais... C'était ça la difficulté, parce que en fonction en fait t'avais 3 angles pour les shooter quoi. Ouais. Et si t'étais pas dans le bon angle, bah dommage quoi. Ce qui est rigolo justement, c'est que moi quand j'y ai rejoué, c'est que la jouabilité, mais même à l'époque, la jouabilité, je la trouvais pas si excellente que ça. C'est ok, le personnage répond au doigt à l'œil, il a des animations de ouf, mais je trouvais que c'était bizarrement calibré. C'est-à-dire que voilà, tu le disais tout à l'heure, Mika, les tirs grosso modo, on peut tirer en haut, en bas, à gauche, à droite et dans les diagonales. Et les coups de fouet, ils ont une trajectoire qui est assez étrange, qui fait que par exemple, si on prend les corbeaux du premier niveau, pour les latter, alors on pouvait pas les viser de manière très précise, ce qui fait que généralement 4 fois sur 5 tu te fais blesser par les corbeaux quoi. C'est clair. Et c'est bizarre parce que je suis parti jeter un coup d'œil sur les magazines de l'époque pour voir les tests, et il louait tout justement la maniabilité. Il a eu une excellente note. Alors c'est vrai que le personnage répond au doigt et à l'œil, mais après je trouve pas qu'il soit super bien calibré pour attaquer les ennemis quoi. Il y avait un boss qui utilisait cette fonction là dans l'usine ou enfin le laboratoire. Je sais pas si vous l'avez fait, où en gros vous êtes dans une sorte de cage qui se déplace à l'intérieur du laboratoire, et on arrive à un moment où en fait il y a des entrées à chaque angle de tir de. Ouais. Et t'as plein de petites boules roses là qui descendent ou.
Ouais, ils dans ont des un rails. gros cerveau, ouais. Ils ont quand même utilisé les limitations du jeu pour faire du gameplay aussi. Ils étaient conscients de ça. Et puis bon, au niveau de la difficulté, je parlais tout à l'heure du checkpoint, mais il y a un autre truc qui m'a traumatisé, c'est que tu meurs, tu reprends un checkpoint, et pile au moment où tu reprends, bah, tout de suite, tu as les ennemis qui étaient présents à ce moment-là qui viennent t'attaquer. Donc en fait, tu viens de mourir, tu réapparais, et tu te fais tout de suite attaquer, tu perds la moitié de ta barre de vie, quoi. Moi, ce qui m'avait vraiment fait flipper à l'époque, c'était le niveau. Enfin, je crois que c'est dans le premier niveau où tu dois monter une sorte d'élévateur où Ouais. tu reçois des détritus sur le nez à des vitesses pas du tout régulières. Et ça, je sais pas, j'avais méga lutté pour le passer à l'époque, ça. Et- Ah bon. Et tu te faisais facilement shooter en plus, quoi. D'accord. Je crois qu'en plus c'est au début du jeu. Hein. Bah oui, le tapis roulant qui balance des télés. Ouais. Ah, je sais pas, ça. Quand j'ai rejoué au jeu, je me suis immédiatement rappelé de ce tapis là et. En même temps, Et, Mika, c'est le mec qui a recommencé 5 fois le premier boss d'Actraiser. Ouais, c'est ça. Comment ça chambre? Ôtez-moi d'un doute pour cette histoire de tapis roulant, parce que moi j'avais un souvenir d'une anecdote sur ce tapis roulant. J'avais l'impression que sur le tapis roulant, quand je jouais sur Mega Drive, qu'on voyait en fait des Super Nintendo qui étaient balancés dessus. Ah, il me semble ouais, qu'il y avait une histoire comme C'est ça, peut-être mais le contraire parce que j'ai sur Mega Drive et je me rappelle pas avoir vu de Super NES. Non, mais je me rappelle, voilà, je l'ai pas vu hier quand j'y ai rejoué, mais il me semblait pourtant qu'il y avait une sorte de saloperie comme ça qui était glissée à ce moment-là. moi j'en ai pas de souvenir, mais je me rappelle en avoir entendu parler, donc c'est peut-être sur une des deux versions ou. Ou sur un autre tapis parce que ce tapis Ouais, revient, peut-être. je crois. Alors c'était un défait d'époque que certains magazines Ah, vidéo possible aussi. Hein. sortaient. Hein, il y en avait C'était des le fakes, hein. Shenlong de Sword Gym. C'est ça, ouais. Là, on parlait de la maniabilité, de la jouabilité. On va aussi parler d'un énorme pan du jeu, c'est les boss qui sont qui sont à l'image du jeu, qui sont complètement dingues. On pense à la poubelle sur roue, à ce gros porc sur son treuil qui te vomit des poissons. Au poisson rouge, Ouais. le boss le plus ridicule de l'univers du jeu vidéo. Moi, je préfère de loin l'avocat avec sa mallette. Ah, terrible. Mais c'est même pas un boss, mais il est très drôle, lui. Mais c'est complètement taré. Et je veux dire, voilà. Professeur tête de singe aussi. Ouais, Ah oui. professeur tête de singe m'avait beaucoup marqué dans le design. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Mais moi, j'avoue que j'ai éclaté de rire quand j'ai vu le poisson rouge. Mais alors, la vache. Surtout dans le niveau aquatique, c'est un niveau qui est horrible à passer. Il est culte. Ah, On va il en est parler. dur, hein, Il est raide, hein. traumatisant. Le passage en sous-marin est traumatisant. Et t'arrives à la fin du niveau, tu t'attends à voir un truc monstrueux. Et au final, t'as un pauvre poisson rouge qui sort de son bocal. Ah, Mais c'est- t'as oui. un caméo dans le deuxième où pareil, tu le recroises et pareil, ça dure 2 secondes. Il C'est le pour le bouffe, délire. D'ailleurs, je Ouais, crois il que le Jim bouffe. Alors, on a parlé un peu des boss là, mais je vais vous demander votre boss préféré parmi tous ces boss déjantés, ça serait lequel? Subi. Alors moi, c'est le chat, je sais plus quel est son nom. Hic. Voilà, dans le premier, moi, ce qui m'avait marqué, c'était même pas la première partie en tant que telle, parce que bon, c'était un boss assez classique, mais il a une deuxième partie qui était très rigolote, où du coup, tu te retrouvais dans le noir, où tu voyais ses yeux qui apparaissaient, mais c'est surtout qu'à chaque fois que tu le viandais, tu voyais, il partait, enfin, en gros, tu le voyais mourir, et avec un chiffre dessus, tu voyais 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que tu comprennes qu'en gros, c'est parce que c'est les 9 vies du chat, quoi. Et j'avais trouvé ça génial, quoi. Ça m'avait fait vraiment rigoler à l'époque. Et c'était un peu stressant quand est-ce qu'il t'attaquait de nulle part, fallait être attentif. Ouais. hein, c'est vrai. Ça va être rapide. Hein. Ouais, c'était un très bon boss. Toi. Et toi, Mika, dans tes boss préférés? Moi, je me souviens du boss où tu fais du saut à l'élastique. Déjà, le concept même d'un jeu où tu fais un saut à l'élastique, c'était super fandard. Et en fait, tu te fightais, je sais plus trop. Fallait le taper pour qu'il se cogne. Fallait qu'ils si se je dis pas de cassent, bêtises, leur fil. Ouais, et il fallait éviter une espèce de crocodile qui avait un œil au milieu de la gueule Ouais, un quand monstre, il ouvrait la bouche. Genre un alien, mais sauf que c'était un œil. C'était pas facile comme boss. Ah non, il était raide. Et le boss, en plus, il tournait un peu sur lui-même. Et bon, à l'époque, ça faisait penser évidemment au diable de Tasmanie, mais en version poubelle, tu vois. Ouais, voilà. Et C'est une grosse morve. Ouais, une grosse morve verte. ouais, c'est ça, ouais, avec des gros yeux jaunes et tout. Enfin, c'était assez funky, quoi. Ouais, Subi. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait un deuxième boss comme ça, c'était pas le poulet, enfin le poulet mécanique ou je sais pas, Si, où si, tu si. chutais aussi, il fallait Dans le le... deux, ça Non, c'est dans Non, le 1, c'est mais dans le c'était 1, je une crois. torture ce truc. Parce qu'il était long à tuer en plus. Ouais, Et fallait, en fait, pareil, t'es en chute t'étais en libre chute jusqu'à ce libre. que tu le tues. Hmm. Donc ça, c'était quand même pas mal fait ça. Tu restais en chute libre jusqu'à ce que tu le défonces. Major Mucus. Major Mucus, la grosse Ouais. boule. Non, l'espèce de grosse morve, ouais, Ouais. Major Mucus. Ça m'étonne pas. Le poulet était assez chaud aussi, parce qu'il était en deux parties aussi. Où la première, il t'attaquait et tu devais balancer des œufs sur lui, je crois, il me semble.
Ah, de je me lâcher rappelle des plus. œufs d'un grillage sur lui. Et toi, Oz, ton boss préféré, c'est lequel? Alors mon boss préféré, mais c'est pas tant à cause du boss en lui-même, mais c'est le boss du troisième niveau, le poisson rouge, donc qui s'appelle Bob, qui est un minuscule poisson rouge qui est dans un bocal. Et en fait, quand tu arrives à la fin du niveau, bah, en fait, la seule truc que tu as à faire, c'est donner un coup de fouet, je crois, dans le bocal, et puis le poisson tombe, et puis voilà, le niveau est terminé. C'est tout bonnement ridicule, mais c'est surtout très ridicule et très très drôle quand tu sais que en fait, le niveau contient une des scènes les plus difficiles du jeu, qui est un passage en sous-marin. Tu rentres dans un sous-marin. Tu as la possibilité de te charger en oxygène pour 60 secondes, je crois, et après tu dois partir sur un parcours pour relier deux zones de la base. Sauf que dès que tu touches une des parois, en fait, ton sous-marin se fissure un petit peu et au bout d'un certain nombre de chocs, bah, il explose et donc tu meurs, tu es obligé de recommencer. Et cette séquence était mais horrible, horrible. Ouais, Je crois que ça a dû m'arriver d'arracher ma manette de la console de rage, quoi. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'ils ont perdu vachement de gens qui ont pas fini le jeu et ils se sont arrêtés ici, quoi. C'est un moment du jeu où ça commençait vraiment à devenir chaud, ouais. Bah, en plus, paradoxalement, au-delà de la difficulté, je trouvais qu'il était vraiment très très beau le graphisme de ce niveau, quoi. Ouais, il y a des petites ondulations dans le décor. Ouais. Avec les gros hamsters géants qui... Et ça- Ah oui, les hamsters. Et ça m'a fait marrer parce qu'à un moment, quand t'es en sous-marin, t'entends meuh et tu vois la vache qui passe derrière dans l'océan. C'est n'importe quoi. Et souvent, Pour dire à quel point c'était vicieux ce niveau du sous-marin, c'est qu'il y avait quand même des petites bornes qui étaient mises sur le chemin pour pouvoir regagner un peu d'oxygène. Sauf que la maniabilité demandait tellement de précision que il fallait vraiment se mettre au pixel près sur la borne pour c'est récupérer l'oxygène et tu passais plus ton temps à te cogner dans tous les sens pour te fixer et je suis sûr c'est arrivé à plein de monde de mourir bêtement parce que t'as cogné contre un mur en voulant simplement Ouais. regagner de l'oxygène. Ouais. Quoi. Et il me semble que elle se fissurait, non, Ah la ouais, bulle, non Oui. Oh ouais, je suis sûr au fur et à mesure. Ouais, je m'en souviens très bien maintenant, ouais. Le pire, Et c'est là, quand t'étais au en bout, stress, quoi. Quand t'étais au bout, qu'il te restait plus qu'un coup avant de mourir et que là, tu devais faire le perfect au niveau de l'oxygène, donc fallait que t'ailles vite et en même temps, fallait que tu fasses gaffe à ta trajectoire, mais c'était stressant. Pour ceux qui ont vu The Abyss à l'époque, c'était à peu près la même idée, quoi. C'était Ouais, c'est vrai. claustrophobique, mais au possible, quoi. Et là, on a parlé des boss, on va s'attaquer à aussi un pan énorme de ce jeu. On va parler de la musique, que ce soit de la musique, mais aussi les sons. Parce que là, pour une fois, les sons ont une place énorme dans le jeu. Et je sens que Mika a envie de lancer cette partie. Ouais. Oui. Déjà, juste l'opening, quoi. Quand il t'annonce le jeu, il fait un gros, il fait Jam. Enfin, je le fais évidemment Super mal, mais Nintendo. Je peux poser une question Vas-y, Oz. ouais. sur Super NES, est-ce qu'il y avait une petite animation au départ? Parce que nous, pour l'écran de Mega Drive, il y avait une animation avec Jim. Il y avait très peu d'animation sur Super NES. Ouais. Sur tous les jeux Sega, il y avait toujours le logo Sega qui entamait l'ouverture du jeu. Et là, en fait, pour Earthworm Jim, t'avais sous le logo Sega, tu voyais Jim en train de gonfler les muscles, tel le Schwarzenegger de base, avec au bout d'un moment le pantalon qui tombait et on découvrait un superbe caleçon rouge à pois blanc. Enfin, tout à fait. Non, tout à fait avec ridicule. des petits cœurs, cœurs. Et tu te Des rappelles, petits cœurs. Oz, tu te Ah rappelles ouais, de ouais. l'animation du 2? Bah, le 2, mais alors, comme je l'ai pas vraiment fait, je me rappelle même pas. En alors. fait, le 2, t'as la princesse What's Her Name qui est assise sur le logo Sega, et t'as Ouais. Jim qui lui joue de l'accordéon, et au bout d'un moment, t'as Psychro qui passe derrière Jim qui lui fait tidink. Il lui met un petit doigt sur l'épaule, Jim se retourne, Psychro choure la princesse, et là, Jim se retourne, il voit que la princesse a été enlevée, et il se dit ah. Voilà, donc là, en plus de voir une Oui, animation Sega, en je m'en plus, il souviens. plaçait un peu l'histoire. Ouais. Euh, Ah, c'était les petits trucs propres à Sega, quoi, la qui qualité, détournent. monsieur, la qualité. Bon, c'est un autre débat, ça, mais Oui, donc on parlait des musiques. Vas-y, Mika, parle-nous de ces sons. bon, moi, j'ai principalement fait sur Super Nintendo, donc le son était évidemment meilleur. Non. Et, Objection. objection. Vas-y. Et j'aime moi les musiques, c'est vrai qu'elles étaient exceptionnelles, mais moi ce que je retenais, c'était vraiment les petits bruits qu'il y avait dans le jeu, quoi. Comme on disait tout à l'heure, le corbeau, il avait son cri, quoi. Je suis sûr que t'entends ce bruit-là n'importe où, t'identifies tout de suite ce bruit à S-Worm Jim, quoi. C'est vrai. Et le Kleps aussi, quand tu lui tirais dessus au début du jeu, là, où espèce de boule de poil qui est tellement stress que tu vois même pas le chien en entier. C'est clair. Et quand tu lui tires dessus, il fait un bruit propre à lui, quoi. Enfin, je trouve que c'est des bruits qui identifient totalement le jeu, quoi. Et ce qui était génial, c'était la gueule de Jim et le bruit de la mitrailleuse quand tu défonçais ce chien qui passait juste en dessous de toi quand t'étais accroché
au fil Voilà. en métal. Et puis ça clème, enfin sa phrase culte à Jim, quoi. Je sais pas si vous la connaissez. Groovy. Oh, groovy. C'est Groovy. voilà quoi. Tu dis ça tout de suite, c'est égal à S-Form Jim, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus dire groovy sans penser à Earthworm Jim. C'est copyright S-Form Jim maintenant, quoi. Et toi, Subi, plutôt son, plutôt musique dans Earthworm Jim? Alors bah les sons m'ont bien évidemment marqué, surtout tous les sons de vaches, les sons à la con, mais les musiques elles sont quand même assez énormes. Et moi par exemple je me rappelle beaucoup je crois que c'est dans le 1, ça doit être le niveau 2, avec la musique, c'était une musique qu'il y avait aussi dans Fantasia. Bah, mais qui ne se souvient pas de cette musique, quoi? C'est attends, je regarde sur Wikipédia. J'y suis, je te Une nuit sur le Mont Chauve. Voilà. C'est qui fait tin 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 tin. Et justement, le ton grave de la chanson, de la musique faisait complètement décalé avec le niveau. Mais attendez, il n'y a pas que ça, parce que la musique, il y a la reprise de la nuit sur le Mont Chauve, mais après il y a une deuxième partie dans le niveau où il y a une sorte de petite samba qui accompagne en fait les hurlements des personnes dans l'enfer, quoi. Oui. Mais de ce point de vue-là, c'était assez extra. Et moi, je rebondis du coup là sur le 2 où pareil, il y avait une musique qui était vachement connue. C'était dans le mini-jeu du deuxième où il fallait faire rebondir les petits chiots roses. Je sais pas, pareil, je m'en rappelle pas du nom de la musique, mais c'est une musique qui est vachement connue parce que c'est ta 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 ta. Ouais, mais c'est un truc. Mais Du coup, c'était ça rare, m'avait vraiment marqué à l'époque et c'était en plus le mini-jeu était traumatisant avec ce putain de chien rose là. Mais qu'est-ce qui n'était pas traumatisant dans Earthworm Jim au final? Parce qu'on a adoré ce jeu, mais on en a passé des galères, quoi. C'était On quand passerait même. plus autant de temps dessus maintenant. Ouais. Ah, je Ouais. sais pas. Maintenant qu'on connaît un peu le jeu, peut-être qu'on est habitué, mais c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est comment on a pu y jouer à l'époque, quoi, comment on a pu tenir à l'époque, quoi. Parce qu'on était vachement moins exigeant qu'aujourd'hui aussi. Et à l'époque, on n'avait pas des sauvegardes de jeu tous les 5 secondes aussi, donc on était peut-être plus persévérant aussi. Donc on a parlé aussi des boss avec le saut élastique, on a parlé des sons, on va aussi revenir un peu brièvement sur ces niveaux bonus qui entrecoupaient un peu trop souvent les niveaux. C'était la course-poursuite dans l'espace avec Psychro. C'était sympa au début, mais c'était peut-être un peu redondant, non? Oui. Ouais, moi perso ça finissait par me gonfler dans le 1. Au bout d'un moment, ça me fatiguait un peu quoi. Ça manquait de challenge un peu. Ouais, Parce que tu le battais facilement au final dans la course, donc. Et puis c'était toujours la même chose quoi. Vraiment Mais voilà. entre chacun, et c'était vraiment quasiment pareil quoi. Et Mika, un souvenir sur cette scène, ça t'a marqué? Pareil, hein, je rejoins mes camarades. Bon, c'est la toute première fois, tu dis ouais, un truc à la space arrière et tout. Et au bout de 2 fois, ça saoule, quoi. Faut être honnête, hein, c'était rigolo une fois, quoi. Ils l'ont pas T'as la gardé dans musique le 2. Non, Donc Non, dans non. le 2, on avait les shows, quoi. dans les deux on avait les chiots qui étaient beaucoup plus durs et vachement plus stressants. Mais en fait, dans le 2, il y a quelques différences comme ça. Par exemple, t'as les armes qui évoluent pas mal parce que t'as des armes qui sont rajoutées comme les maisons à tête chercheuse, les trucs qui font tout exploser sur l'écran, t'as la main qui tire, t'as tout un tas de conneries. Et pareil, du coup, dans le 2, ce qu'on n'a pas parlé, c'est t'avais le truc dans ton dos, là, le truc vert Oui, que tu lançais Ouais. et qui s'accrochait à des trucs verts Oh, sur le décor. Et donc, ça rajoutait quelques petits éléments de gameplay que j'aimais bien du coup. Oui, d'ailleurs, les armes, il y avait aussi un petit souci de game design, je trouve, c'était que on pouvait pas collectionner les armes bonus, enfin les préserver pour les boss en tout cas. On était obligé d'attendre de tomber sur les boss. C'était un peu chiant ça, non, Oz? Bah, en gros, le problème, c'est que, ouais, comme tu dis, quand tu trouvais les bonus qui te permettaient d'avoir le super tir avec ta mitraillette, t'étais obligé de le conserver. Tu pouvais pas le switcher entre la mitraillette et le super tir, ce qui fait que du coup, si tu en chopais au début du niveau et que tu voulais le conserver jusqu'au boss ou au sous-boss, mais il fallait que tu te coltines tous les ennemis à coups de fouet. Ouais. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le problème du fouet, c'est que la trajectoire, son utilisation était quand même vachement aléatoire, quoi. Donc, au bout d'un moment, quand tu commences à criser, tu finis par sacrifier ton super tir, quoi. Ça vous a marqué, vous, Subi, ce genre de truc? Ouais, ça me faisait chier, mais bon, je m'y suis accommodé, quoi. Ça m'a pas plus traumatisé que ça. Et toi, Mika? Moi, je rejoins complètement Oz. C'est vrai que je trouvais que ça gâchait un petit peu le côté je garde mes armes pour le boss de fin et tout, parce que par défaut, quand t'avais, on va dire, une super arme, soit tu l'as dépensé de suite,
où t'es obligé de taper le fouet, quoi. Et le fouet, bon, c'est vrai que c'était super marrant, hein, mais ça fonctionne en gameplay, c'est ce qui fonctionnait le moins bien, quoi. Sans oublier qu'un peu comme dans un Castlevania, il y avait possibilité d'utiliser le fouet pour s'accrocher à des petites des crochets pour se balancer, quoi. Mais là aussi c'était la galère pour réussir à les choper, quoi. Surtout en fait ils étaient souvent vicieux, c'est que pour utiliser bien le crochet, des fois tu devais faire un aller-retour. Ouais. C'est que tu devais t'accrocher vers la droite puis après repartir sur la gauche. Ouais, parce que Jim ne restait pas accroché, c'est-à-dire que quand le fouet était agrippé, tu te basculais et tu t'envolais tout de suite. Tu restais pas accroché même si tu restais appuyé sur le bouton. Donc automatiquement, tu devais jouer avec la trajectoire du personnage pour essayer de revenir vers le crochet si tu voulais aller de gauche vers la droite et après de la droite vers la gauche, quoi. On avait un peu le même truc avec dans le 2 avec l'ami gluant qui remplaçait ça carrément. Ouais, c'est exactement ça. J'arrive plus à me rappeler du nom de l'ami gluant vert. Mais enfin, c'était juste pour ajouter un autre perso, mais au niveau gameplay, c'était quasiment la même chose, quoi. Ça change rien. En plus, dans le 1, Jim pouvait faire l'hélicoptère avec sa tête pour amortir sa descente, alors que dans le 2, en fait, ça faisait un parachute avec l'alien, quoi. Voilà, exactement. Donc ça change rien, quoi. C'est juste un élément graphique en plus, quoi. Ah, l'hélicoptère avec le dernier niveau, il commençait fort, là. Ah, tu peux nous parler un peu de ce dernier niveau, Oz ? En fait, le dernier niveau, on commençait par une phase de chute en hélicoptère dans un ravin qui était hérissé de pics le long de ses parois. Et le but, c'était de descendre donc en hélicoptère en évitant ces pics. Alors, en soi, la descente ne durait pas très longtemps. C'était peut-être l'espace d'une vingtaine de secondes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même en hélicoptère, la chute de Jim était quand même assez rapide. Et ça demandait pas mal de réflexes et une bonne mémoire pour ne pas se faire toucher. Sachant qu'en plus, au bout de 2 contacts avec les pics, en gros, t'étais mort, quoi. On est bientôt à la fin de cette émission, malheureusement, les gars, donc on va revenir un peu sur les souvenirs les plus marquants d'Earthworm Jim, ceux qu'on a envie de faire partager le plus pour convaincre les gens qui n'ont jamais touché à ce jeu de se lancer dans l'aventure. Je vais commencer avec toi, Oz. Qu'est-ce qui te marque le plus dans Earthworm Jim et qu'est-ce que tu as envie de vendre ? L'humour, clairement. Le personnage totalement barré, les animations. Je crois qu'en plus, quand tu laisses le jeu tourner avec sans toucher à la manette, le personnage a plein d'animations, mais super drôle, quoi. Donc c'est totalement barré. Et c'est justement ça qui fait passer la pilule de la difficulté, de la maniabilité qui est pas toujours au top, quoi. Et toi, Mika, un beau souvenir sur Earthworm Jim à faire partager ? Bah moi je rejoins Oz, c'est sur les animations quand il bouge pas, elles sont vraiment démentielles, quoi. Moi j'aime beaucoup quand il fait montrer ses muscles et qu'il perd son pantalon, quoi. C'est pour moi la scène culte du jeu, quoi. Et en plus il a un caleçon avec des petits cœurs roses et tout. Enfin je sais pas, c'est complètement barré, quoi. Oh messieurs, vous allez quand même pas me vendre Earthworm Jim sur les phases où on joue pas. Parle-moi un peu, Mika, d'un truc marquant d'Earthworm Jim que tu as envie de faire partager. Eh ben encore une fois, moi ce que je retiens vraiment au-delà du gameplay, etc., c'est vraiment l'humour omniprésent du jeu, qui est vraiment ça en a fait son identité, quoi, parce que sans humour, je suis pas sûr que le jeu encore aujourd'hui aurait une telle aura, quoi. C'est vrai. Parce que c'est vraiment ce qui marque ce jeu, quoi. Subi, t'es d'accord ? Animation et humour, c'est les deux gros pans de ce jeu ? Oui, bah clairement, c'est vraiment pour illustrer un peu ça, un passage qu'on n'a pas forcément parlé, mais moi qui me faisait délirer, c'était dans le 2 avec les lancers de cochons, tu sais, tu les mettais sur le tremplin, t'avais le cochon qui s'envolait, ça me faisait délirer. Et pareil, dans le 2, ce que j'appréciais, c'est qu'il changeait un peu les phases, parce que je crois que c'est dans le niveau 3 où tu joues une salamandre plutôt que le ver, et tu flottes un peu, et à la fin, tu récupérais des vers sur le chemin, et à la fin, t'avais un espèce de quiz culture générale, où en gros, il y avait des questions, mais je trouvais ça génial, parce que par exemple, tu tombais sur une question, c'était de quelle couleur était le flingue rouge des Sword Jim, et les 3 réponses sur Mega Drive, c'était jaune, vert et bleu. Et moi je trouvais ça démentiel, quoi. Je trouvais ça génial, quoi. Mais pareil, un des trucs qui donne envie de jouer au 1 et 2, c'est de pas jouer au 3, quoi. Enfin au 3D. Ouais, je crois que là on a parlé du 1 et du 2, mais je crois qu'il faut avouer que, messieurs, il y a quand même eu un 3e épisode, et j'ai envie de lancer Mika là-dessus. C'est parti, chargez vos baïonnettes, vas-y. Disons que quand ils ont annoncé un épisode 3 en 3D, bon, je disais pourquoi pas, mais moi j'y avais joué sur Nintendo 64, et là malheureusement c'était le drame, quoi, parce que je pense qu'il faisait la force de ce jeu, c'est que c'était vraiment un jeu vraiment pensé en 2D, et le transposer en 3D, et en plus avec un gameplay qui était
pour le coup vraiment mauvais et mal pensé quoi. Pour moi ça a tué la licence quoi, parce que il y avait toujours ces petites cet humour qui à mon sens était quand même moins présent malgré tout, mais le gameplay était tellement injouable que moi personnellement j'ai pas été très très loin parce que ça m'a dégoûté du jeu quoi. Mais c'est un peu Mario 64 a tué Earthworm Jim en fait. Bah ouais, parce que les mécaniques de gameplay entre guillemets sont pas similaires, mais elles sont Ok. tu sens que c'était le type de gameplay d'époque quoi en Ouais. tout cas, les premiers vrais jeux en 3D, et pour du Earthworm Jim ça fonctionne mais absolument pas quoi. Tu peux nous parler brièvement de l'histoire parce que on joue pas vraiment Jim. Bah si en fait en quelque sorte c'est Jim il se prend je me souviens plus très bien, mais il se La prend vache. il me semble la vache sur la tête, et du coup il se retrouve dans le coma, et il se retrouve et on le voit à l'intérieur de son cerveau, et il doit visiter des passages de son vécu à travers découpés en niveaux quoi. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je sais pas si vous avez joué au jeu Psychonaut Ouais. sur Xbox ou sur PC, et ben quand j'ai joué à ce jeu-là, ça m'avait fait repenser un petit peu à Earthworm Jim, bon évidemment 1000 fois mieux fait quoi, parce que c'est vraiment un super jeu d'ailleurs, mais pour ceux qui ont joué à Psychonaut, ça ressemble un petit peu à ça quoi. Où Et tu juste un visites truc. des... Oui, vas-y. Oui, je t'en prie. Il y avait ainsi un truc qui était marrant au début d'Earthworm Jim qui était mignon, c'est qu'en gros on commençait dans sa tête et que quand on s'approchait de ses yeux, en fait tu voyais les yeux qui s'ouvraient et le petit chien totalement horripilant du 1 qui regardait Jim quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Petite Ouais. anecdote, voilà, si vous voulez jouer à Earthworm Jim 3D, faites-le pour ça mais pas plus quoi. Bah malheureusement il est vraiment très mauvais quoi. C'est vraiment un jeu qu'il faut. Pour moi il y a le 1 et le 2 points. En fait, pour récapituler, on va dire que le troisième épisode, c'était le verre de trop. Oh, c'est une belle conclusion, je crois. Subi, tu as quelque chose à rajouter après ce que vient de dire Oz? Je voulais juste poser la question à Mika pour le HD parce que je n'y ai pas touché. Je voulais un peu savoir ce qu'il valait quoi. C'est Eh vrai ben- que, l'année dernière est sorti le remake HD sur Xbox Live Arcade et PSN. Bah en fait moi je l'ai acheté, je l'ai pas acheté immédiatement parce que je crois qu'il est assez cher quand même pour on va dire un portage. Du coup je l'ai acheté à 400 points, et donc super fébrilement je dirais je vais jouer dans des super conditions et tout, et j'ai été super déçu quoi, Et parce pourquoi que en fait moi je l'ai acheté sur Xbox, Mhm. et pour le coup c'est le jeu qui joue à la croix. Ah oui, c'est vrai. Et autant la manette, bon ça c'est des avis, mais ça n'engage que moi, autant la manette Xbox je la trouve phénoménale, autant la croix elle est juste Elle est catastrophique nulle. quoi. Et pour ce jeu il est juste injouable. Et le Point de multi vue- Oui, voilà, le multi. Je l'ai pas essayé. Et par contre le fait qu'il ait l'appellation 3D, moi j'ai eu le sentiment que tu HD. sais c'était HD. pardon, HD, excusez-moi. J'ai eu le sentiment que c'était plutôt une sorte d'upscaling, tu sais, un peu baveux là. Et moi j'ai trouvé que ça faisait un peu jeu flash, pas toi? Ouais, absolument quoi. C'était un peu trop propre. Oui, mais justement, c'est ce qui me gêne, parce On que retrouve pas le crayonné du 1 et du 2. voilà, Ouais. t'as l'impression qu'ils ont pris les textures d'origine et qu'ils ont fait je sais pas comment on appelle ça, une sorte de d'upscale, ou tu sais, le truc pour aplatir la couleur, et ça fait pas terrible quoi. Ils Enfin, ont fait du qu'il y a des- Super Eagle quoi. Vous savez qui a développé ce remake HD? Non. Gameloft. Ah bah voilà, tout s'explique. Ah oui, et quand même. donc voilà, après le multi, je l'ai pas essayé, mais étant donné qu'il est simplement pas jouable, ouais, en tout cas avec la manette de base, hein, je sais pas, je l'ai jamais essayé la nouvelle manette là, ils ont revu la croix là, mais pour le coup, je préfère 1000 fois mieux y rejouer sur Super Nintendo avec la super manette de la Super Nintendo, que d'y rejouer avec Avec le super son. avec le super son, et que d'y rejouer avec la croix vraiment pourrie de la Xbox quoi. Bah, ou alors si vous avez du goût, jouez-y sur Mega Drive quoi. C'est un débat. Ce n'est pas un débat. En plus, il y a un niveau en plus sur la version Mega Drive. Lequel? Le niveau qui se passe dans l'intestin, avec le colonel Duodénum ou un truc comme ça en boss. Enfin, Voilà, un truc bien sur horrible. Mega Drive, on avait un peu de fraîcheur, de goût. Hein, on avait le droit d'aller dans les intestins et de taper sur du caca. Au risque de dire des bêtises, c'est pas un jeu qui est sorti genre 2 ans après la version Mega Drive?
Non, au contraire, je pense que c'est la version Mega Drive qui a été la version de base pour le développement, et après, en parallèle, ils ont fait la version d'accord. Super NES. On va bientôt se quitter avec sur un dernier mot. Earthworm Jim aujourd'hui, vous serez d'accord de dire que vaut mieux jouer aux versions Mega Drive et Super Nintendo que jouer au remake HD sur téléchargement. Moi, je dis oui, mais bon, peut-être que si j'avais une bonne manette, why not, hein, attention, hein, je suis pas... Voilà, jouez-y sur PlayStation 3 alors. Donc, Bah, à la limite, je sais pas s'il existe sur le PSN, mais si vous avez les deux supports, sans hésitation, achetez-le sur Sony, hein, parce que, bah, encore une fois, la manette, en tout cas, je connais pas bien Sony, mais la manette, la croix, a l'air nettement plus fine, quoi, nettement plus Il n'y a répondante. pas de comparaison. Hein. voilà, c'est le jour et la nuit. Bon messieurs, on va se quitter pour cette deuxième émission de la case rétro. Personne n'a un petit mot à dire de fin? Groovy. Voilà, Groovy. c'est magnifique. Oh, Jim. C'est sur ce groovy qu'on va se quitter. On se retrouve très prochainement pour une émission numéro 3 de la case rétro sur un très vieux jeu que je n'ai jamais fait, qui ne va parler qu'aux vieux barbus qui sont avec moi. On se retrouve très prochainement pour la nouvelle case rétro. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous les gars de m'avoir accompagné sur cette émission. On se dit à très bientôt. Salut, salut. Ciao tout le monde. Ciao, salut. Groovy.